L'actualité a été dominée par la tournée européenne, voulais-je dire, la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au sommet économique en Grande-Bretagne. Peu avant d'assister au dit sommet, le chef de l'État s'est adressé à la diaspora congolaise de Londres. Son entretien a suscité débat dans l'opinion publique congolaise sur la probable dissolution de la Chambre basse du Parlement. Nous allons en parler aujourd'hui en long et en large avec notre invité. Il s'agit donc du professeur Mbata. Professeur Mbata est constitutionnaliste, député national. Il est élu de Dimbélengue dans le Kasaï central et à qui nous demandons de faire son entrée dans cette salle où se tient Actu. Voilà, professeur Mbata, prenez place. Professeur, bienvenue dans cette émission Acte U. Avant que nous entrons dans la Constitution, nous allons vous écouter aujourd'hui. Mais la première question est de savoir si vous pouvez nous faire une évaluation de l'an 1 de l'alternance pacifique. Bon voilà, c'est une intéressante question. Nous venons de passer effectivement une première année depuis que les élections ont eu lieu dans notre pays et que nous avons un nouveau président de la République, à la personne de Félix Tshisekedi. Une année s'est passée, bien de choses. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a constaté un certain nombre d'avancées dans certains domaines, notamment dans les domaines des libertés publiques et des droits de l'homme. On n'arrête plus de personnes dans ce pays. Les cachots de l'année ont été fermés. Il est permis maintenant aux Congolais de se promener librement, de s'exprimer librement, comme cela est consigné dans la Constitution de la République. Effectivement, aussi sur la question des droits de l'homme, il y a eu des mesures importantes, notamment en ce qui concerne la gratuité de l'éducation au niveau de l'enseignement primaire. Évidemment, c'est une disposition constitutionnelle qui est restée lettre morte pendant des années parce que tout le monde sait que cette constitution a été approuvée par notre peuple lors du référendum du 19 décembre 2005 et promulgué par l'ancien le 18 février 2006. Eh bien, la plupart des crises ont eu quand même une connotation étrangère. Donc il fallait repositionner la RDC sur le plan international. Et sur ce point-là, je crois que le pays est actuellement plus visible à l'international qu'il n'était depuis plusieurs années. Et sur le plan social également, on constate que le peuple congolais essaie de se remettre au travail et un certain nombre de chantiers continuent. Bon, pour conclure ce chapitre-là, s'il me faut conclure, effectivement, je dois dire qu'il y a eu des avancées. Il y a effectivement des choses qui n'ont pas encore été faites et qui sont dans le pipeline, comme diraient les anglophones. Et on continue, dans tous les cas. Ce n'est qu'une première année de l'alternance et du mandat, il en reste encore 4. Et on voudrait voir le président Félix Tshisekedi, non pas seul, mais avec l'ensemble du gouvernement. Et j'imagine même qu'il ne peut pas faire grand-chose si ce gouvernement et ce président de la République ne sont pas soutenus par le peuple. Par le peuple, pardon. Vous avez dit... ce n'est que le premier mandat, vous l'avez dit tantôt, professeur Mbata. Mais selon certains mouvements citoyens, l'investiture du président Félix Tshisekedi avait suscité beaucoup d'espoir pour le peuple congolais. Une année après, ces mouvements citoyens pensent toujours qu'il n'y a pas eu rupture de la corruption, professeur Mbata, qu'il n'y a pas eu rupture des détournements, le clientélisme politique continue. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire par rapport à certains faits élevés par ces mouvements politiques? Bon, moi, je crois que dans une certaine mesure, ils ont raison. Il y a eu des attentes énormes, des attentes d'un changement. Dans tous les domaines, on attendait des changements. Il y a eu des attentes. Mais les mouvements citoyens, bien les amis, ou d'autres compatriotes doivent comprendre que Rome n'était pas construite en un jour. Ce pays a été totalement détruit pendant 18 ans. Dans le domaine de la corruption, il y a eu la corruption, dans les infrastructures, le pays a été fondamentalement détruit. Et vous savez d'ailleurs, il y a eu un livre qui résume un peu ce qui était la philosophie de l'ancien régime. C'était l'inanition de la nation qui était achevée en réalité. Le pays a été détruit. C'est tout à fait normal que les espoirs devaient être ressentis dans plusieurs composants de notre population.
Mais il faut aussi comprendre qu'on ne pouvait pas rebâtir en un jour. Il y a beaucoup de choses. Lorsque vous allez à l'intérieur du pays, et j'en viens, lorsque vous visitez nos provinces, mais la destruction a été massive. Ce n'est pas dans une année, et je doute même que dans certains domaines, je doute même que les 5 ans suffiront pour remettre le pays sur les rails dans tous les domaines. Effectivement, il faut des pas qui soient faits. Donc les mouvements citoyens ou ceux qui j'apprécie, les attentes de notre peuple sont légitimes et fondées, mais il faut aussi comprendre que nous venons de très loin. Nous venons de très loin et que ça va nous prendre un peu de temps pour reconstruire le pays. Et là aussi, il faut le souligner, il ne faudra pas trop attendre de Félix Tshisekedi seul ou du gouvernement. Il faudra que le peuple se remette au travail, parce que le changement véritable ne peut venir que du peuple lui-même. Si on doit espérer dans un seul homme ou dans une institution, là, on devrait déchanter. Donc le changement véritable ne va se produire que si ce peuple se met debout et accompagne le président de la République et le gouvernement. À ce moment-là, nous pourrons faire des avancées dans tous les domaines, notamment celui de la corruption. Parce que le régime qui nous régissait, c'était fondamentalement un régime de la corruption. Et de corruption totale, je ne peux pas... Si vous lisez d'ailleurs les rapports de Doing Business, ou bien les rapports de Mo Ibrahim Foundation, vous allez découvrir le classement. Ce pays a été classé parmi les pays les plus corrompus de la planète. Les pays les plus corrompus de la planète et du continent. C'est terrible. Et vous savez, nous, on a même connu dans ce pays, même pour voter des lois, un gouvernement qui pouvait corrompre même ses propres députés. C'est pour comprendre à quel niveau on est arrivé dans le domaine de la corruption. Donc c'est devenu, on en est arrivé à banaliser la corruption dans ce pays. Et Félix Tshisekedi avait raison de relever qu'il fallait une lutte contre la corruption. Et je crois qu'il faut rappeler aussi au président de la République que cette lutte-là contre la corruption, pour l'état de droit, elle doit être maintenue. Et qu'aussi, comme on nous a promis une année des actions, les actions palpables au cours de cette année doivent être vues, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, pour que notre peuple sente que finalement il y a un changement dans le sens de l'établissement d'un état de droit démocratique qui lutte contre la corruption et qui essaie de promouvoir la bonne gouvernance. Oui, en parlant de la corruption, vous avez dit tantôt que le président de la République a besoin de la population pour qu'on arrive, nous tous, à atteindre ce changement-là. Mais nous avons constaté que le climat est quand même morose. Je parle du climat dans la coalition. Hein. Il y a beaucoup de polémiques, professeur Mbata, entre les membres de la coalition FCC et CACH. Les prises de position se font selon les familles politiques. Et ma question est de savoir, dans cette allure, croyez-vous toujours que la coalition va exister dans les 4 années qui nous restent? Bon, il faut dire que c'est une coalition assez difficile. Vous avez d'un côté les artisans de l'inanition de la nation et de l'autre côté, ceux qui sont pour le peuple d'abord. Un mariage difficile. Entre le peuple, c'est un mariage compliqué. Difficile. Bon, moi, je ne vois pas personnellement, et là, c'est le scientifique qui parle, je ne vois pas cette coalition subsister jusqu'au dernier jour du mandat. Pourquoi? C'est simple. Parce que lorsque vous arrivez en 2023, et Félix Tshisekedi, du moins ça c'est l'appel que j'ai entendu de la base, Félix Tshisekedi sera candidat président de la République en 2023, pour un second mandat. Parce que c'est un droit constitutionnel qui est garanti, et je ne pense pas que un accord quelconque. Il sera soutenu par le FCC, certainement. Je ne sais pas ça, il faut demander au FCC. Si le FCC change, ils comprennent qu'il faut quitter de l'inanition de la nation au peuple d'abord. Pourquoi est-ce qu'on leur créerait des problèmes? Donc, je ne vois pas, à moins que le FCC veut avoir un candidat, on veut encore le croire, mais je ne sais pas quelles seront les chances. Mais dans tout le cas, ce que je peux dire, c'est que cette coalition, si elle va dans ce sens, et le président s'en est plaint, si on va dans le sens de bloquer le président de la République, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher et on ne va pas arriver au fond. À la fin du mandat, sans qu'il y ait de clash, et comme ce dont on parle, le président l'a dit. Mais s'il était poussé pour la dissolution en cas de crise, il n'hésiterait pas à le faire. Mais il n'a pas dit qu'il va dissoudre. Il a dit s'il était poussé. S'il était. Mais on n'est pas encore là. Mais prof, êtes-vous d'accord que cette coalition est dans un mariage forcé? Je pèse mes mots, mariage forcé par la volonté du peuple. Êtes-vous d'accord? Totalement d'accord avec vous. Cette coalition, sinon, elle n'aurait pas eu lieu. Parce que qu'est-ce qui est arrivé à l'issue des élections du 30 décembre 2018? C'est qu'il y a un président élu qui vient d'un camp, le président est élu, Félix Tshisekedi. Mais malheureusement, au niveau de l'Assemblée nationale, avec ce qui s'est passé, on retrouve une majorité du FCC. Et le président de la République n'avait pas de choix, et sur le plan constitutionnel, que de travailler avec le FCC. C'était un mariage forcé, et forcé par le peuple. Mais je ne pense pas que si le peuple avait à refaire les choses, il
il tendrait, il agirait dans le même sens pour qu'il y ait une telle coalition. Je crois qu'aussi le peuple, si on devait aller à des élections, le peuple serait prêt à corriger ce qui s'est passé. Donc ils ne peuvent pas évoluer si leurs forces, ils unissent leurs forces pour se détruire, quoi. Bon, au moins ils peuvent. Et si le FCC se convertit, je crois que les choses bien aller. Si le FCC cesse les blocages, si le FCC comprend que maintenant ce n'est pas plus le temps de l'inanition de la nation, maintenant c'est le peuple d'abord, là les choses peuvent marcher. Mais il faudra prier parce que ce n'est pas dans... Prier. Ce n'est pas dans le DNA du FCC. Merveille Mafuta, tu vas voir. Professeur Mbata, merci de répondre à cette invitation. Vu que nous parlons de la coalition FCC-CASH, le CASH ou encore l'UDPS se retirait pendant 3 jours pour pouvoir réfléchir sur ce qui est de cette coalition. Une retraite, hein? Une retraite, bien évidemment. Est-ce que vous pensez, selon vous, que l'issue de cette retraite serait de mettre fin complètement à la coalition FCC-CASH? Cette coalition est-elle en danger, selon vous? Bon, elle est en danger à cause des blocages qui viennent du FCC. Mais lorsque vous parlez des journées de l'UDPS, ils ont été ouvertes hier et ils ne sont pas encore arrivés à la fin. Bon, je ne pense pas que le divorce va s'opérer maintenant. Mais le divorce, demain, c'est possible. Mais je ne pense pas qu'à l'issue des journées de l'UDPS, on puisse en arriver au divorce. Tout ce que je sais, c'est que l'UDPS doit profiter de ces journées pour se réorganiser. Ça fait un bon temps quand même, non? Il y a eu plusieurs rencontres et le FCC n'avait pas encore tenu des réunions. Ça, c'était un problème quand même, parce qu'il fallait évaluer. Après les élections, il fallait absolument que le parti, les membres du parti puissent s'asseoir, voir le chemin parcouru, évaluer les alliances, où est-ce qu'on va demain. S'il y a 2 alliances, est-ce que demain, ce sera toujours dans le cadre du cash? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres forces dehors? Est-ce qu'il n'y a pas la société civile? Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un changement du paysage politique, mais pas nécessairement après-demain lorsque l'UDPS va clôturer ses journées. Mais de son côté, le FCC avait évalué la coalition et a tenu bon de continuer dans ce chemin, justement le programme qui ne va continuer. Non, l'UDPS, politiquement, l'UDPS ne va pas couper. Ils vont rester, mais c'est comment? C'est un mariage, vous êtes forcé. Je crois que votre consœur a dit que c'était un mariage forcé. L'UDPS va dire qu'ils vont continuer dans la coalition, mais en réalité, c'est beaucoup d'hypocrisie. Vous êtes dans la coalition, mais et en même temps, vous créez des blocages. Donc, le peuple va un peu assister à ça. Je ne pense pas que demain, lorsque l'UDPS clôture ces journées, on puisse en arriver à la fin de la coalition. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est difficile de concevoir cette coalition la veille des élections de 2023. C'est très difficile, à moins évidemment que le FCC se convertisse. Professeur, dans l'hypothèse que le mariage aboutit à un divorce, quelles seraient les conséquences par la suite? Et lorsque je vous entends parler que c'est un mariage d'hypocrite, on bloque les actions du chef de l'État, il peut arriver à dissoudre l'Assemblée nationale. Êtes-vous sûr que le chef de l'État peut avoir la majorité à l'Assemblée nationale? Et si vous en êtes sûr, franchement, vous pensez aider la République dans ce sens-là? Bon, écoutez, moi j'espère d'abord qu'il ne faut jamais désespérer des hommes. Mais le FCC peut changer. Pourquoi est-ce qu'il faut désespérer des FCC? Ils peuvent changer, partir de l'inanition de la nation au peuple d'abord. Ils peuvent changer, les choses peuvent mieux marcher, il ne faut jamais désespérer. Bon, je crois que et ils ont intérêt, je crois que le FCC a intérêt à changer. Parce que notre peuple, s'il est allé aux élections, notre peuple, s'il a adopté la conscience que vous évoquez, c'est pour qu'on puisse bâtir un pays plus beau qu'avant. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des clashs. Donc, il faut absolument que parce que les blocages viennent essentiellement du FCC, que nos amis se convertissent à la même idéologie. Qu'ils puissent regarder dans le même chemin, c'est que le pouvoir n'a de sens, ni dans ce pays, ni sur le reste du continent, ni dans le monde. Le pouvoir politique n'a pas de sens s'il n'est pas pour servir le peuple d'abord. Donc, je pense absolument que l'appel du président de la République sera entendu et qu'on peut voir un changement d'attitude. Je parlais des conséquences qui pourraient advenir. Les conséquences seraient énormes. Énormes. Tout ce que je sais, c'est que si vous allez aux élections aujourd'hui et vous êtes grand journaliste... Non, du divorce de FCC Cash. Je ne parle pas de... Mais j'arrive, vous avez parlé des élections. Ouais. Si on va aux élections demain. Ouais. Mais je ne pense pas que le FCC puisse ramener 350 députés. Je ne sais même pas s'il peut en ramener 50.
parce que les gens ne sont pas... Les gens voient finalement le bilan des 18 ans. Vous imaginez, vous allez aux élections aujourd'hui, vous voyez le FCC ramener 350 députés à l'Assemblée nationale. Non. Ils n'ont pas intérêt. Mais au contraire, l'UDPS qui n'a que 32 députés, si vous allez aux élections aujourd'hui, l'UDPS va gagner. Parce qu'on aura gagné quelque chose. C'est vous qui le dites. L'UDPS avec un allié, bien sûr, pas l'UDPS seul. Non, pas l'UDPS seul. Vous savez, l'histoire de ces pays depuis 60, et depuis Lumumba, prouve qu'on est toujours allé dans les alliances. Il n'y a jamais eu un parti seul. Même quand Lumumba était très fort en 1960, le MLC de Lumumba lui seul n'avait pas la majorité absolue. Donc il faut des alliances. Et ces alliés-là existent. Ils existent dans la société civile. Ils existent dans plusieurs alliés qui parlent au président de la République. Il y a plusieurs partis politiques qui sont sûrement prêts à aller dans le même sens, à travailler avec le président de la République. Donc ce n'est pas dans l'intérêt du FCC, ce n'est pas non plus dans l'intérêt de la nation. Je ne suis pas ici en train d'appeler à la dissolution. Je suis en train d'appeler à un changement de mentalité, que nos amis comprennent qu'il ne faut pas faire de blocage. Il faut travailler dans un seul intérêt, c'est dans l'intérêt du peuple d'abord. Lionel Ipakala. Oui, merci beaucoup Laurette Mandala. Professeur Mbata, bienvenue dans Acte U. Merci. Alors, moi, je suis un peu étonné de votre assurance par rapport à ce que vous attendez de la moisson que peut avoir le FCC ou l'UDPS. Alors, cette attente, c'est par rapport à l'actuelle CENI que vous avez toujours refusé ou c'est par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Cette majorité que vous refutez que ne peut pas avoir le FCC, que peut avoir l'UDPS ou le CACH, c'est par rapport à les élections organisées par cette même CENI ou bien c'est une mauvaise coalition ou les alliances que vous avez faites dans le temps? Non, mais ma réponse de départ peut vous aider à comprendre. Je ne suis pas, je précise, je ne suis pas en train d'appeler au divorce. Je suis en train d'appeler à la conversion. Que ceux qui bloquent cessent de bloquer pour regarder dans une seule direction, c'est servir le peuple d'abord. Donc le blocage serait aussi partie d'une bonne restructuration de la CENI, par exemple? Non, la CENI n'a pas encore été restructurée. On n'en est pas encore là. Voilà. On n'en est pas encore là. Je ne sais pas s'ils veulent bloquer, on n'en est pas encore là. Mais quand vous parlez de l'assurance, c'est tout à fait normal. Que si vous allez aux élections aujourd'hui, celui qui en avait que 3, il peut avoir 6. Il aura gagné. Mais celui qui avait 9, il n'en aura plus 9. Mais je suis certain que le FCC n'a pas intérêt. Si on va aux élections aujourd'hui, ils ne peuvent plus avoir la majorité. Ils n'ont pas intérêt à pousser le président de la République. Et moi non plus, au cours de votre émission, je ne suis pas en train d'appeler au divorce. Je suis en train un peu d'appeler à... Vous confirmez quand même que l'UDPS, au cas où nous pouvons aller au cas où l'UDPS aura beaucoup de voix et avec des alliés et d'autres, comme vous l'avez évoqué. La question c'est avec quel mécanisme? Est-ce que vous regrettez que vous avez mal fait? Il y a eu beaucoup de promesses du chef de l'État qui n'ont pas été réalisées quand même. C'est la question en fait. Mais je vous ai dit, Rome n'était pas bâti en un jour. Mais on vous dit maintenant, il y a la liberté, il y a d'expression, les gens peuvent jouer des droits. L'éducation gratuite, ça n'existait pas. Il y a la volonté, dans tous les cas. Le président Félix Tshisekedi et tout le monde, le peuple le voit, ce n'est pas quelqu'un qui est venu au pouvoir pour construire des fermes. Et il a dit, il n'est pas venu au pouvoir pour construire des maisons. C'est d'abord servir le peuple d'abord. Et le peuple voit, on est dans la bonne direction. Et n'eût été le blocage, on serait avancé. Et comment servir le peuple si on ne construit pas les maisons, les fermes? Comment? On construit comment le peuple? Il faut construire des fermes collectives pour les communautés, mais pas des fermes individuelles. Non, il fallait dire et là, c'est une question importante. Ouais. On ne doit pas arriver au pouvoir pour s'enrichir. Ce n'est pas le cas, comme on voit. On ne doit pas. Et c'est pourquoi on doit continuer la moralisation. Ce n'est pas le cas comme on voit actuellement avec une année d'alternance. Ce n'est pas le cas. On voit l'enrichissement, on voit le rapport de l'ODEP qui décrit la gabegie financière. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons un problème. Pour le programme de 100 jours. Hein. C'est là que le pouvoir judiciaire, c'est là que le pouvoir judiciaire devait agir. On ne devait pas permettre tous ces cas. Qu'il s'agisse de 15 millions, de 55 millions. Vous savez, la corruption, pour moi, ou pour d'où qu'elle vienne, elle doit être combattue. Le mal, d'où qu'il vienne, il doit être combattu. Le pouvoir judiciaire devait nous aider. Vous êtes à Kinshasa, on vous dit qu'il y a des immeubles qui pullulent. D'où vient l'argent avec lequel on construit les immeubles? Et on apprécie même des gens qui sont en train de construire. On connaît les salaires des ministres et des députés. Qui a l'argent pour construire un immeuble? Par exemple, le directeur de cabinet du chef de l'État qui a dit qu'il touche 12 millions de francs congolais, mais il construit les immeubles.
Le directeur de cabinet de l'actuel chef de l'État. La justice doit agir et le président ne va pas cesser d'agir parce que c'est son directeur de cabinet. Et d'ailleurs, même dans l'affaire des 15 millions, lorsqu'on a cité à tort ou à raison le directeur de cabinet, le président de la République a autorisé l'inspecteur général des finances d'apporter le dossier devant le parquet général. C'est pour vous montrer la volonté et déterminée du président de la République de combattre la corruption, même si ça venait de son propre camp. Le dossier a été déposé devant le parquet général. On va évoluer, Et il n'y a pas que ça. On va évoluer, on passe à une autre question. Millions, il y a de 200 millions et d'autres sur lesquels le pouvoir judiciaire doit vraiment entrer en activité pour que l'argent du peuple ne soit pas détourné. Mais vraiment, vous avez une dernière question. Professeur Mbata, vous n'arrêtez pas de parler de blocage, tout le monde en parle. Ce serait le FCC qui bloque. Selon vous, pourquoi bloquer et quels sont les signaux qui expriment exactement ce blocage? Mais le blocage, je crois qu'il y a plusieurs signaux. Il y a d'abord les ordonnances du président de la République, nommant les mandataires. Jusque-là, les personnes nommées ne sont pas entrées en fonction. Il y a des mesures, il semble que les sauts de moutons qui devaient être achevés, il y a le ministre des Finances qui bloque. Mais vous comprenez, les raisons sont simples. Tout simplement parce que ça fait partie des 100 jours qui n'étaient pas budgétisés. Non, tout simplement parce que le FCC ne veut pas que le crédit soit attribué au président Félix Tshisekedi. Parce qu'ils auront un candidat. Et vous imaginez, parce que lorsqu'on a parlé de la gratuité de l'éducation, vous avez vu le FCC surgir subitement pour réclamer également la paternité de l'éducation gratuite. Donc le blocage, c'est dans ce sens-là, c'est empêcher et que la population se rende compte que le changement vient du président de la République pour que le président de la République n'en tire pas le crédit nécessaire. Et comme ça, lorsqu'on va arriver aux élections, on sait à quoi s'en tenir. Mais vous êtes dans un mariage, donc ça peut profiter à l'un de conjoints. Pourquoi cela ne passe pas dans le mariage FCC Cash? Bon, le mariage, je crois, on l'a dit, ce mariage n'a de la valeur que s'il sert le peuple congolais. Et je crois le président l'a dit, même à l'UDPS, on le dit, si ce mariage, si les intérêts du peuple, c'est le peuple qui prime. Le mariage ne peut avoir de la valeur que si l'intérêt du peuple est là. Si l'intérêt du peuple n'est pas là, je serai parmi les premiers à dénoncer. On ne peut pas continuer. Parce qu'ils peuvent se mettre comme des copains, non? Tu prends 50%, on se partage ceci, on se partage cela. Si l'intérêt du peuple n'est pas là, on doit dénoncer et on devrait y mettre un terme. Et pour nous autres, par exemple, qui sommes aussi du monde académique, je jetterai carrément l'éponge, je rentre dans mes universités, j'enseigne mes cours. Je suis prêt à jeter une démission à tout moment si l'intérêt du peuple n'est pas servi. Le pouvoir, je rappelle, il n'a pas de sens s'il ne sert pas le peuple souverain. Professeur, j'ai sursauté lorsque vous avez parlé des ordonnances de nomination des mandataires de l'État. Je vais vous poser la question. Est-ce que ces nominations ont respecté la procédure? Laquelle? S'il y a blocage du FCC. Dites-nous la vérité, professeur, vous êtes constitutionnaliste. Est-ce que ces nominations ont respecté les procédures? Mais j'ai répondu à la question le jour même où le député Naouej était au Parlement. Je suis passé à la RTNC. Vous êtes face à Actu. Non, mais je vous dis, je ne suis pas face. Maintenant, je l'ai dit le jour même. Je suis passé à la télévision nationale pour démontrer que ces ordonnances étaient constitutionnelles. Et j'avais les textes devant moi. Et vous parlez à un juriste, c'est un constitutionnaliste qui vous répond. Oui. Je constate dans le texte que le Premier ministre a signé. Parce qu'avant, il y a... Lequel des premiers ministres qui a signé? Tchibala. Tchibala. Oui. Et la Constitution ne vous dit pas si c'est lui qui doit signer, c'est un intérimaire ou pas. C'est un sortant ou c'est... La Constitution ne dit pas ça. Donc, à partir du moment que le Premier ministre avait signé, la condition constitutionnelle était remplie. Parce que les gens font parfois la... Non, mais il n'était plus en fonction, mais je vous dis, l'article 81 ne vous dit pas non, un Premier ministre sortant, non. Donc, les ordonnances étaient parfaitement constitutionnelles. Et j'ai expliqué que la raison pour laquelle on s'opposait aux ordonnances, elle était politique, et c'est tout à fait clair maintenant. Parce que les gens posaient les questions. Est-ce qu'il y a opportunité? Pourquoi pas une autre entreprise? Mais ils ne savaient pas que le président de la République a des renseignements qui viennent des services spécialisés, et le président de la République savait qu'il y avait 200 millions de dollars. Ça, le peuple ne pouvait pas le savoir. Quand on posait la question, mais est-ce qu'il y a opportunité ou pas? Le président de la République connaissait, lui, exactement la masse d'argent qui était sur le point d'être blanchi. Et vous voyez maintenant, le FCC est tombé dans l'erreur. Ils ont cru que c'était un président qui ne dit rien, qui ne fait rien. Alors que pendant ce temps-là, où il n'exécutait pas l'ordonnance, il s'est renseigné. l'infraction était consommée.
C'est l'infraction de blanchiment d'argent. Parce que vous devez l'argent à Fleurette, ce n'est plus Fleurette, maintenant vous devez payer à Ventura, alors qu'il n'y a aucun acte qui vous montre comment Ventura a hérité du passif et de l'actif de Fleurette. Et voilà donc là où nos amis sont tombés dans... Donc, entre-temps, l'infraction était en train d'être consommée. C'est pourquoi nous disons que plus de 200 millions d'euros, c'est quand même trop. Ces gens-là ne doivent pas se cacher dans une ferme ou que ce soit. Ils doivent être poursuivis, ils doivent être arrêtés et l'argent du peuple doit être retourné. Une dernière question avant d'entrer dans la Constitution, parce qu'on va en parler. Une certaine opinion nationale semble offusquer, professeur, que chaque fois, le chef de l'État, quand il est à l'étranger, il tient des discours muscleux. Du genre, toutes les dénonciations qu'on a suivies lorsqu'il était à Londres. Mais pourquoi pas, c'est ici au pays qu'il devait tenir de tels discours. Ah bon, je crois que le président de la République s'est prononcé devant le Conseil des ministres. Le discours, je crois que vous évoquez le discours de Londres. Londres, bien sûr. Bon, il a redit. Belgique. Il a redit. Oui. Par rapport à ces discours. Il a redit la même. Il a redit, je comprends. Il a redit la même chose au Conseil des ministres tenu à Kinshasa. La même chose sur place. Il a redit pratiquement ce qu'ils avaient entendu à Londres. Mais une parenthèse aussi. Et le président de la République, rien n'interdit, vous touchez un peu au constitutionnalisme là. Rien n'interdit au président de la République de parler des questions nationales à l'étranger. Et puis le président de la République a pris certaines précautions. Il parlait même à Lingala à Londres. Il parlait aux compatriotes. À quel auditoire? Il aurait pu parler anglais, il savait qu'il parlait aux compatriotes. C'est quand vous êtes dans une maison, déplacez-vous demain à Bruxelles ou à Paris, mais vous allez parler des questions familiales. Ici de propos musclés du chef de l'État. Mais il est parlé aux Congolais. À l'étranger. Mais vous savez... c'est des propos qui donnent souvent lieu à des polémiques. Est-ce qu'il n'y a pas lié, par exemple, au niveau de la communauté? Et surtout le fait qu'il est à la recherche des investisseurs. Quand il présente un gouvernement où il y a mésentente, ça ne dérange pas. Mais est-ce que vous n'avez pas compris qu'il parlait en lingala? Et qu'à Londres, on parle quelle langue? On ne parle pas ni le français ni l'anglais. Il y a des blancs qui étudient le lingala, qui comprennent le lingala. Bon, tapis, ils doivent comprendre qu'il parlait aux compatriotes. Mais ça ne vous choque pas, prof, à chaque fois, par exemple, quand il dit Bandoki, Bantaba. Ça ne vous gêne pas? Ça ne vous choque pas? Bon, il parlait en lingala et aux Congolais. Il parlait à ses compatriotes. Mais je dois dire qu'en rentrant, il n'a pas eu froid dans les yeux. Il a dit... Il s'est exprimé dans le Conseil des ministres, oui. Il a dit au ministre qu'il n'hésiterait pas à agir. Après tout, c'est lui que les Congolais ont élu. C'est lui qui porte le bilan, en fait. Il n'y a pas de chef d'État. C'est lui le chef de l'État et quand il prend des mesures, j'espère que le message a été entendu et que les gens vont suivre. Pour qu'on voit la même direction, comme je le disais au départ, le peuple d'abord. Voilà, on va parler de la Constitution, si vous me permettez. Tout à fait. Voilà, dissolution de l'Assemblée nationale, professeur. Une question simple d'abord. Le président de la République a-t-il le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale ou pas? L'article 148 est précis. Donc, en cas de crise persistante, il va consulter et après avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, il peut dissoudre. Mais il faut dire ceci, que cet avis-là en droit est appelé un avis consultatif. Mais il est obligatoire. C'est un avis obligatoire, c'est-à-dire que vous êtes tenu de le demander. L'avis obligatoire est différent de l'avis conforme. Un avis conforme, c'est vous êtes tenu de le demander et de suivre ce qu'on vous dit. Mais un avis qui est simplement obligatoire, vous êtes tenu de le demander, mais pas de vous suivre, de suivre ce qu'on vous aura dit. Donc le point de vue des autres importe peu. Importe peu. Donc dans ce cas, il va vous dire, mais messieurs, je voudrais dissoudre, que vous soyez pour ou contre. Ça ne change rien s'il veut dissoudre. Donc, réponse brève à votre question. Le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est un droit constitutionnel. Professeur, mais nous sommes devant un constitutionnaliste, mais avec une crise bien prescrite. Donc, c'est-à-dire une crise qui doit avoir lieu entre l'institution gouvernement et l'institution parlement, dont l'Assemblée nationale. Pas avec la Constitution parle en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est lui seul qui apprécie la crise. Et puis, il faut être précis. Le président n'a pas dit qu'il dissout aujourd'hui. Il a dit s'il est possible. Il faut que les gens comprennent quand même. Parce que la sortie inopportune de
de la présidente de l'Assemblée nationale. Inopportune. Oui. Elle n'avait pas le droit de répondre. C'est la question que je voulais poser. Je vais y arriver. En quoi la communication de Madame l'honorable présidente... Je vais y arriver. Je crois que vos téléspectateurs veulent avoir une précision. Tout à fait. Okay. La précision, c'est celle-ci. Donc, le président n'a pas dit j'ai dessous maintenant. Mais il a le pouvoir de le faire, s'il était poussé. Je vais vous dire une chose. Ce droit-là, parce que c'est un droit constitutionnel, ça va rester plané comme une épée de Damoclès sur l'Assemblée nationale. S'il ne dissout pas aujourd'hui, il peut dissoudre demain. Pour quelle raison, professeur? Mais les raisons, vous savez, nous sommes en train d'évoluer. En cas de crise, il n'y en a pas. Si la crise n'existe pas aujourd'hui, oui. mais nous avons 5 ans, non? Vous ne savez pas ce qui va arriver demain? Est-ce que vous êtes sûr que demain, la crise-là ne peut pas s'imposer? Mais même s'il y a crise, professeur, oui. la présidente de l'Assemblée nationale est du FCC, le Premier ministre est du FCC. Pensez-vous que ces personnes-là peuvent créer une crise pour pousser le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez vu le Premier ministre réagir? C'est la présidente de l'Assemblée nationale. En réalité, c'est tout le monde qui devait réagir. Et le Premier ministre. Et le président du Sénat qui était là, et qui l'avait chargé de réagir au nom de tout le monde. Non, elle n'a pas préparé une réaction, hein. C'était dans une échange de vœux. Et puis, non, elle a préparé. Un journaliste a levé la main pour jeter dans la salle pour poser une question. J'ai vu des collègues des amis derrière elle. C'était bien arrangé, c'était bien préparé, c'était une déclaration. Donc la journaliste avait reçu la question avant qu'on entre. Non, mais elle n'était pas seule, la présidente. La présidente de l'Assemblée nationale n'était pas seule. Il fallait voir tous les décors. Tous les amis du FCC étaient derrière. Donc, c'était une décision et c'était bien préparé. Elle a été mandatée. Par rapport à la question professeur, sur la vous avez anticipé ma question. Je voulais poser la question de savoir en quoi la communication de Madame la Présidente vous a lésé particulièrement. Et la réponse que vous avez donnée, moi, ne me semble pas convaincre. Laquelle? De dire que c'est une sortie inopportune. Au-delà d'être... Elle est d'abord députée nationale. Au-delà de légiférer et de contrôler l'exécutif, elle a mission de vulgariser les instruments juridiques. Et les 148 qui a fait polémique à partir de Londres, est-ce qu'elle n'avait pas droit de parler? De vulgariser. Bon, je ne sais pas si elle est constitutionnaliste. Je crois que cette mission... Non, elle est la gardienne de votre chambre qui légifère. Non. Elle est la gardienne de votre chambre qui légifère. Je ne pense pas avoir trouvé une disposition constitutionnelle qui dit que la présidente de l'Assemblée nationale est la gardienne de l'Assemblée nationale. En tout cas, je ne vois aucune disposition là-dessus. Voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est ceci. Vous savez, quand vous dirigez une institution comme l'Assemblée nationale, et cette Assemblée nationale, c'est des députés de tous les camps. Vous devez au moins vous sentir au-dessus de la mêlée. Ça, c'est une responsabilité. Vous ne faites pas des sorties intempestives, épidermiques. Mais c'est votre chambre, professeur. Vous devrez être du côté de votre chambre. Non, mais vous êtes élu national. Mais je suis élu national. Quand elle se prononce là, elle n'a pas derrière le bureau de l'Assemblée. Elle a des membres du FCC derrière elle. Et vous imaginez, ce n'est pas la première fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, la présidente de l'Assemblée nationale en tenue avec effigie de leur autorité morale. C'est inacceptable là, au Parlement. Mais c'est vous êtes au centre, au temple de la démocratie, vous êtes au-dessus de la mêlée. Et elle ne peut plus porter des calicots. Elle ne peut plus, notamment pour cette fonction-là. Effectivement, quand vous accédez à une certaine... Moi, je peux le faire, je peux porter. Mais quand vous acceptez d'accéder aux plus hautes fonctions, comme l'Assemblée nationale, et vous, représentant la nation, vous avez l'AMOCA, vous avez des députés de l'AMOCA, du CACH et du FCC, vous ne pouvez plus vous comporter comme un membre du PPRD. Et ça, c'est une sortie intempestive. Mais qu'est-ce qui a choqué dans ces propos, professeur? Mais c'était déplacé. C'était déplacé parce qu'elle, on n'attend pas cela d'elle. Évidemment, elle a le droit. Mais tous les droits, vous avez des droits, par exemple, de voyager, d'aller en Australie. Mais ce n'est pas pour autant que vous y allez aujourd'hui. Il y a certains droits qu'on décide de ne pas exercer pour l'intérêt de la nation. Alors, quand vous êtes au-dessus de la mêlée, vous ne faites pas. Je vais vous donner un exemple. Mais le président Félix Tshisekedi, il a cessé d'avoir des responsabilités politiques au sein d'un parti politique. Et c'est un exemple du respect de la Constitution qui est à suivre. Vous n'avez plus jamais vu le président Félix Tshisekedi dans une manifestation de l'UDPS. Non. Il a compris que la Constitution lui interdit d'exercer une fonction politique au sein d'un parti. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans le passé? Vous avez, même actuellement au gouvernement, vous avez des membres du gouvernement qui sont des autorités morales. C'est inacceptable. Comment est-ce que tu peux être membre du gouvernement et en même temps président
secrétaire général d'un parti. C'est inacceptable en violation. C'est en violation de la Constitution. C'est un peu comme Kabound, hein, de temps en temps, qui prend la parole au nom de lui. C'est Kabound. Voilà. De temps en temps, qui prend position. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et pourtant, il est premier. Dans les jeux de ping-pong. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas au Parlement. Il le fait quand il est sorti de l'Assemblée nationale. Mais oui, Madame Mabunda ne l'a pas fait au Parlement, c'était à l'hôtel Sultana. Madame Mabunda, vous l'avez dit, c'est le numéro 1. C'est la Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal qui vous a choqué? C'est la haute trahison, c'est la haute trahison qui choque. D'abord, elle ne peut pas menacer un président de la République. Il n'y a pas eu menace. Elle a justement elle a un évoqué article de la Constitution. Elle a évoqué l'article. Vous savez, moi, je dirige une institution, un institut qui faisait la vulgarisation de la Constitution. Et quand nous vulgarisons la Constitution pour le respect des droits, notamment mon institut s'appelle IDGPA, et je suis heureux. Donc, je n'ai pas vu les amis du FCC. Vous savez aussi, l'une des meilleures choses de Félix Tshisekedi, c'est quoi? C'est que maintenant, on a amené la culture du respect de la Constitution. Mais vous avez dans ce pays un président qui violait la Constitution à la longueur des journées. Non, professeur, c'est ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est devenu constitutionnel. Professeur, restons dans l'article 148. Oui. Vous dites que Madame la Présidente a menacé le président de la République. En tout cas, moi, j'ai suivi la communication. Elle a commencé à évoquer les cas sociaux qui gangrènent, qui préoccupent la population. Elle a dit c'est pas possible que nous allions dans le diatribe, dans les polémiques des articles des intellectuels pendant qu'il y a ça, inondation, patati patata. Maintenant, je repose la question. Qu'est-ce qui a choqué dans la communication de Madame la Présidente? Puisque, avant que le chef de l'État n'aille à Londres, elle a eu à conférer avec le chef de l'État et son homologue du Sénat pendant 2h30. C'est-à-dire cette question a été évoquée en aval. Et pourquoi en parler dans un auditoire qui a choqué presque l'opinion publique nationale? Écoutez, d'abord, on n'est pas à l'article 148 lorsqu'on parle de Mme Mabunda. À l'article 148... Mais c'est ça ce qu'elle a évoqué. 148, on est au droit de dissolution de l'Assemblée nationale. À condition. Oui. Donc ici, ce que nous disons, c'est quoi? Vous savez, quand vous dirigez un État, vous n'avez pas de réaction épidermique. Vous n'avez pas de réaction épidermique. Ce n'est pas parce qu'un chef d'État réagit, le lendemain, vous devez aller réagir. Non. Surtout quand vous assumez ces responsabilités-là. Il y a le droit de réserve aussi. Ce n'est pas parce que j'ai dit une chose contre vous qu'immédiatement, vous réagissez. Vous pouvez prendre le temps de réflexion. Est-ce que c'est difficile de prendre le temps de réflexion dans ce pays? Que de répondre directement au président de la République. Pourquoi est-ce qu'on pouvait envoyer quelqu'un d'autre du PPRD ou du FCC? Ça n'aurait pas causé un problème. C'était son institution qui était menacée. Non, son institution était menacée. Elle n'était pas l'institution. Parce que je vous ai dit, c'est en dehors de l'institution. Et puis, elle n'était pas avec le bureau de l'Assemblée. Son institution n'était pas menacée. Elle a évoqué l'article 165, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution. Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisés des droits de l'homme de cession d'une partie du territoire national. C'est une menace vis-à-vis du président de la République. Est-ce que vous vous imaginez? Politiquement, c'est incorrect. Parce que vous n'allez pas facilement survivre dans un face-à-face avec le représentant de la nation. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est quoi, madame, messieurs les journalistes? C'est que la Constitution dans notre pays donne au président de la République une stature particulière. Même si nous ne sommes pas dans un régime présidentiel, c'est quand même la première institution de la République. C'est lui qui représente la nation. C'est lui qui assure la continuité de l'État. C'est lui qui assure l'arbitrage des institutions. C'est-à-dire même lorsque sa propre institution a des problèmes avec une autre institution comme le gouvernement ou le Parlement, c'est lui qui assure l'arbitrage. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est l'article 69. Oui. C'est lui qui assure l'arbitrage. C'est lui qui assure la continuité de l'État. C'est lui. C'est lui le commandant en chef des forces armées, de la police et des services de sécurité. Donc c'est un personnage, c'est la clé de voûte du système. Il ne faut pas aller dans des... Il ne faut pas répondre comme ça. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas la présidente de l'Assemblée nationale. Je crois qu'on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais c'était une sortie inopportune. Vous n'allez pas dans un face-à-face avec le président de la République. Professeur, vous traitez la sortie de Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, comme étant inopportune. Le directeur général du cabinet, le directeur du cabinet du chef de l'État, l'a traité
tout simplement que la présidente avait justement dépassé la ligne rouge. Elle avait franchi cette ligne rouge-là. Et il a donc suggéré à la présidente de l'Assemblée nationale de démissionner parce que c'était un outrage fait à la personne du chef de l'État. Pensez-vous encore, partagez-vous cette position du directeur de cabinet? Bon, c'est la position du directeur de cabinet, je crois que Selon vous, Janine Mabunda devrait démissionner à cet instant? Bon, ça c'était la position du directeur de cabinet. Moi, je dis que c'est une sortie inopportune. Bon, démissionner, on peut démissionner à tout moment. On peut démissionner à tout moment, pas seulement à cette occasion-là. Ça, c'est une décision. Si il l'estime, il peut estimer que ça devient difficile, et peut démissionner. Mais on ne va pas l'obliger, tout ça. Je crois que le directeur de cabinet, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale, et tout le monde sait comment il a dirigé avec brio l'Assemblée nationale. Et sûrement, c'est un homme d'expérience. Il a sûrement des leçons à donner à ce président de l'Assemblée nationale, surtout ceux qui viennent du PPRD, du FCC. Professeur, moi je veux... Lorsqu'il était en désaccord avec l'ex-chef de l'État. Donc, Janine Mabunda est en désaccord. Je veux rester dans la Constitution. On y est. Oui, je ne suis pas encore rassasié, ou je n'ai pas encore étanché ma soif. En fait, je vous ai dit tantôt que la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont conféré avec le chef de l'État sur cette question. C'est-à-dire, ils lui ont donné la lumière sur cette question. Et les conséquences qui peuvent en découler, puisque vous avez dit, il est le président de la République, il n'est pas un monarque qui peut servir aujourd'hui. Il dit, je dissous l'Assemblée nationale sans qu'il y ait motif, sans qu'il y ait raison, sans qu'il y ait cause. Mais qu'est-ce qui a amené le chef de l'État dans un auditoire aussi hostile, évoquer cette question, quand bien même ce n'est pas à l'ordre du jour, mais il y a déjà intention. Le fait déjà de l'évoquer, il y a déjà intention. Mais je ne vois pas le problème. Le chef de l'État et le Lingala, il parlait en Lingala. Je crois que la présidente de l'Assemblée nationale maîtrise le Lingala mieux que moi. Hein? Parce qu'elle est de la région où le Lingala est la première langue, elle maîtrise. Et le président parlait en Lingala, un Lingala facile. Il dit qu'il n'a pas l'intention de le faire. Mais s'il y était poussé, aujourd'hui, demain, après-demain, il peut y être poussé. Parce que c'est un mandat de 4 ans. Où est le problème? S'il n'est pas poussé aujourd'hui, demain il peut être poussé. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Après-demain, il peut y être poussé. Peut-être après-demain, Madame la Présidente, on peut avoir changé aussi de président de l'Assemblée nationale. Et vous savez qu'on a changé, on a évoqué l'ancien président. Donc on ne peut pas, quand vous êtes président de l'Assemblée nationale, si vous ne créez pas de problème, l'ancien président, il était parti, il était faux. Donc on n'a pas terminé le mandat. Donc vous ne savez pas les réalités de demain. Ce n'était pas le même contexte. Il y avait la majorité présidentielle, il y avait la majorité parlementaire. Ce n'est pas le même contexte. Mais la majorité change. Vous savez, parce que vous parlez de la majorité. J'étais de ceux qui estimaient qu'il fallait nommer un informateur de gouvernement. Parce qu'aucun parti n'a la majorité. Ce qui a été fait, c'est dans le cadre de la coalition. Le PPD n'a pas la majorité. 89 députés. Nos associations CACH ou le FCC, ils sont inconnus au niveau de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on ne connaît que les partis, les groupements qui se sont enregistrés aux élections. Le PPD n'a pas la majorité. Donc le président de la République a un gouvernement en violation de la Constitution. Parce qu'il n'y avait pas d'informateur. Parce qu'il n'y avait pas d'informateur. Donc il est tombé sous les coups de 165. Allez-y. Je suis en train de dire ceci, que la coalition s'était imposée par les événements et par le choix du peuple. Donc je reviens pour dire ceci, ça peut être une autre question à celle que vous voulez me poser, mais j'aurais voulu que vous la reformulez, je répondrai. En matière de droit constitutionnel, je réponds pratiquement à toutes les questions. Celles qui sont difficiles, je vous dirai qu'elles sont difficiles. Alors, donc je dois dire que vous ne savez pas les réalités de demain. Le président n'a pas dit j'ai du sou. Vous avez parlé de l'entrevue entre le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Mais pourquoi ils n'ont pas déclaré à la sortie de l'audience du président de la République? Pourquoi? Ils devaient déclarer parce qu'ils ont abordé, nous avons vu le président. Pourquoi à la sortie de l'Union africaine, Mme Mabunda ou le président du Sénat n'a pas évoqué la question? Ils n'en ont pas parlé. Parce qu'il y a des questions d'État qu'on n'étale pas sur la place publique. Et comme le chef de l'État l'a il a dit dans un lingala facile, tout le monde sait qu'il y a des blocages. Il n'a pas l'intention. Tout le peuple, il a dit qu'il n'a pas l'intention. Donc pour vous, c'est le lingala? Il n'a pas l'intention. Il a dit qu'il n'a pas l'intention. Il ne faudrait pas le pousser à bout. Il ne faut pas le pousser. Alors vous voulez le pousser? Donc je comprends que vous êtes en train de le pousser. Il a dit qu'il n'a pas l'intention. C'est un échange. Donc il ne veut pas le faire aujourd'hui ni demain. Mais ne le poussez pas, mais attention. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale.
Ça, là, Bon. Et vous parlez aussi à un député. Donc, s'il dissout, Ouais. je rentre, je vais à la bibliothèque. Mais si on le pousse, Vous serez appelé à battre Moi, campagne encore. Vous serez réélu. Je serai réélu. À Dimbe. Je serai réélu à Dimbelenge. Vous économisez déjà la campagne. Non, vous savez, à Dimbelenge, je me suis battu pour l'article 220 pour qu'il n'y ait pas de deuxième mandat dans ce pays. Je crois que vous connaissez un peu mon cursus. J'ai dirigé la transition sans Kabila. Avec les Martin Fayoulou, avec les Félix Tshisekedi, qui est maintenant le président de la République. Moïse Katumbi, j'ai dirigé avec le docteur Mukwege et d'autres. Donc le peuple est reconnaissant. Vous savez, on ne reconnaît jamais les biens des gens. On s'est battu dans ces pays pour qu'il n'y ait pas de changement de constitution. On s'est battu dans ces pays pour dire qu'il y a une vie après la présidence. Il faut apprendre à quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Et l'ancien président est en train de vivre cela. Et en réalité, nous avions, je suis parmi ceux qui ont rendu le plus grand service à l'ancien président de la République, parce que maintenant il peut sortir, il est applaudi. Il vit bien. Il vit bien. Voilà. C'est tout ce qu'on avait toujours. Dans sa ferme privée, dans sa ferme privée. Puisque vous parlez, vous avez évoqué le cas de... Vous vous êtes battu pour qu'il n'y ait pas changement. Mais pas seul, avec l'ensemble du peuple. Oui, avec l'ensemble des journalistes. Je vous pose maintenant la question. Vous tous, vous avez contribué. Je vous pose la question. Oui. Vous êtes constitutionnaliste. Est-ce que notre constitution s'adapte-t-elle à l'environnement politique actuel? Faudrait-il la changer, oui ou non? Voilà la réponse que j'avais toujours donnée. Et un peu laconique. J'ai toujours dit ceci. Quand les chrétiens commettent des péchés, ils ne vous disent jamais changeons de Bible. Quand les musulmans commettent des péchés, ils ne vous disent jamais changeons le Coran. Au lieu de changer la Bible, il faut changer les hommes. Quelle a toujours été ma réponse? Je dis ceci, vous parlez à un consonantiste, ce n'est pas ici que il semble que je suis parmi les meilleurs consonantistes du continent. Oui, vous avez été partie d'un réseau assez Vous avez été influent. contredit par Njoli. Il semble. Non, je n'ai pas été contredit sur le continent. Les débats locaux, je ne suis pas un consonantiste local. Oui, vous êtes au niveau Donc, vous parlez à l'un de mes continental. consonantistes, apparemment, du continent africain. Je n'entre pas dans les débats. Ici, vous savez, tout le monde se fait consonantiste. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Chacun peut surgir, il s'est fait analyse politique. Et vous connaissez vos expressions, je vais recadrer le professeur André Mbata. Mais vous avez quel niveau pour recadrer le professeur André Mbata en tant que consonant? Professeur, notre on va s'en constitution... moquer. Ma réponse est celle-ci, c'est la meilleure constitution que nous avons. Et j'ai même dit ailleurs, aux États-Unis d'Amérique, que cette constitution n'a pas beaucoup envié à la constitution des États-Unis d'Amérique. Et je l'ai dit. Et j'ai répondu aux questions. C'est la meilleure constitution que nous ayons dans l'histoire de ce pays. Celle-ci. Celle-ci. Depuis l'indépendance. Plus que celle de 1964. Je vous dis, plus que celle de 64, parce que la troisième constitution a été adoptée par référendum. La première, c'était en 64. Premier référendum. La deuxième, c'est en 67. C'est ça, c'est la troisième constitution. C'est la meilleure. Alors que votre parti, dans les temps, l'avait abordé. Votre parti... Non, mais écoutez, lorsque vous parlez à un professeur d'université, ne le mettez pas dans le panier où vous avez l'habitude de mettre ici, les vous gens. êtes scientifique, pas politique. Non, c'est-à-dire même alors, c'est-à-dire nous disons ceci à l'UDPS, avec le président Félix Tshisekedi d'abord. Même si le mal venait de ma maison, le peuple va vous dire que ce n'est pas bon. Donc, nous, ce n'est pas comme les FCC ou ailleurs. Et vous savez, à l'UDPS, c'est l'unique parti où on sait critiquer son président. Vous avez déjà vu les militants de l'UDPS critiquer leur président. C'est ça la démocratie qu'on voulait. Mais vous avez déjà vu au PPD des gens y a-t-il pas des articles à réviser dans cette constitution? Bon, évidemment, il y a aucune constitution n'est parfaite, il y a des articles à réviser. Moi, je m'attends, par exemple, je soutiendrai la double nationalité. Oui. Ça, il faut changer. Il faut que le compatriote ait la possibilité d'avoir plusieurs nationalités. Le retour des 2 tours, par exemple. Le retour des 2 tours, ça aussi, je soutiendrai. Parce qu'il faut il faut que les gens se prononcent. Mais vous savez, et qui ont supprimé le premier tour? C'est parce qu'il y avait des candidats qui n'avaient pas d'arguments à avancer. C'est ainsi qu'on avait supprimé le deuxième tour. Mais maintenant, comme on a des gens qui ont des arguments, on doit remettre le deuxième tour. Donc, il y a des choses à changer, mais sur le fond, les questions de l'article 220, on ne devrait pas y toucher. Oui, professeur Mbata, vu que nous parlons de la double nationalité et de la nationalité congolaise, le président de la République à Londres avait-il raison de dire que les Banyamulenge étaient des Congolais, des Congolais? Il avait totalement raison. Ils sont Congolais, prof? Ils sont Congolais. Voilà. Totalement raison, je vous réponds. Vous savez, et avec un background, le prof André Mbata, cette fois-là, comme un expert du côté du président Thabo Mbeki, a participé à Sam City. Moi, j'étais à Sam City.
J'étais au dialogue congolais de Santi. Cette constitution ici est partie des discussions qu'on avait à Santi. Pourquoi il y avait la guerre? Pourquoi il y avait des conflits? Il fallait y arriver interne. Et c'est ainsi qu'on a produit l'article 10. L'article 10, si vous avez la constitution, je crois que vous pouvez le lire. C'est un Congolais d'origine. Tout celui qui vient d'un groupe, hein, ben je crois que je dois avoir la constitution. L'article 10, hein, Oui. la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité congolaise, et soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Oui. Individuel. Allez-y. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo a l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions. Mais vous de savez qu'avant reconnaissance l'indépendance, d'acquisition. nous étions le royaume, c'était le Congo belge et le Rwanda au Burundi. Oui. Donc là-bas, il y avait justement des rwandophones, quel que soit le nom, qui étaient sur notre territoire avant l'indépendance. Et nous en avons eu beaucoup, ils sont congolais. Le président l'a vu comme garant de la Constitution, n'a fait que réaffirmer ce que nous, peuple congolais, nous avions décidé dans la Constitution. Je m'étonne que les gens soient surpris par cette question. C'est nous, peuple congolais, qui avons adopté cette Constitution par référendum. Plus de 85%. Nous avons adopté notamment cet article 10 après les discussions de San-Cité. Mais les Banyamulenge, ça ne doit pas susciter des débats. Pourquoi trop d'émotions? Ils sont congolais. Pourquoi Ils réclament un territoire. Puisque le chef de l'État a dit une incise qui a choqué l'opinion publique nationale, c'est au Banyamulenge de prouver qu'ils sont congolais. Ça, Une moi, chose est le contraire. Non, ça, moi, je n'ai pas su. Moi, je l'ai entendu. Bon, ça, en tout cas, moi, je n'ai pas su. Alors, comme je l'ai entendu, comment vous allez prendre l'argument par ces Mais comme moi, je n'ai pas entendu, comment je vais prendre l'argument? Mais ce que je dois dire, c'est ceci. Vous dites bien que je n'ai pas entendu. Je vais vous dire une chose. En réalité, je crois, vous référez au fait que quand on est citoyen congolais, on a des droits et des devoirs, n'est-ce pas? Mais ce qui peut être demandé, d'après votre entendement, demandez au Banyamulenge. Mais on peut le demander aussi au Baluba, au Baswahili. Parce que les gens, effectivement, qui font du mal à ce pays, parmi les corrompus, ceux qui pillent, mais ils sont des Bas-Congo, ils sont des Tétéla, ils sont des partout. Donc cela s'impose à tout le Mais monde. ne tue pas pour avoir le territoire. On Contrairement aux autres qui réclament la congolité en tuant les autochtones Bon, vous pour n'avez- avoir un Il y a territoire. certains, dans tout groupe, effectivement, il n'y a pas que des anges partout. Dans nos groupes, Il y a des extrémistes. même si Il y je a ne des suis pas extrémistes, Mouniamulenge, il y a des démons. les extrémistes, vous les trouverez chez vous. Si vous êtes Mongala, vous allez les trouver. Non, je ne le suis pas. Vous êtes, si vous êtes Moulouba, vous allez trouver Congolais. également des Si vous êtes tel, vous allez les trouver. Donc, des extrémistes, il y en a. Il n'y a dans pas seulement tous les que cas. chez les Et Banyamulenge. ceux qui ont pillé ce pays est à genoux. Parfois nous-mêmes. Et je dois dire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais d'origine. C'est nous qui avons tué ce pays. La corruption. Pourquoi on vole? Pourquoi on pille le pays? Qui ont mis ce pays à genoux? C'est nous-mêmes. Il ne faut pas fuir nos responsabilités. Évidemment, il y a les responsabilités des autres. Donc, je crois que vous faisiez allusion à ces devoirs-là, mais ça doit s'appliquer à tous les Congolais que nous avons comme citoyens de ces pays. Nous avons des droits et nous avons également des devoirs. On va bientôt chuter, Lionel Ipakala. Voilà, professeur, est-ce que vous pensez avec cette réponse du président de la République, est-ce qu'il y a lieu d'engager une discussion dessus? On peut se dire que le Affaire chapitre classée. est clos. Moi, j'estime que dès qu'on a adopté la Constitution, ce chapitre est clos. On l'a eu longtemps à San City. Peut-être que vous êtes plus jeune. Et je vous dis, moi, j'étais à San City. On l'a eu à San City. Et à San City, le dialogue était interrompu. Il a dû reprendre une année après. On a eu ces discussions-là. Mais Et parce c'est ça que qu'on a la construit. Constitution de 1967, on parlait et Congolais d'origine, c'est lui dont le groupe ethnique était repris dans Dans la l'ancien carte. royaume Congo en 1985. Mais pourquoi le ramener en 1960, professeur? Mais c'est ça la Constitution. Et vous êtes citoyen congolais. Vous avez adopté cette Constitution à 85%. Vous voulez que je remette en cause le choix fait par les millions et les millions de Congolais? Mais le même Congolais n'accepte Mais- pas. Mais- Non, il comment refuse c'est le même cet appui, Congolais? là. Ça, c'est vous. Je veux dire la Constitution Moi, que je vous ramène avez. dans ce que Pas vous nous, dites nous toujours pensons que seulement le peuple a Il y a dit. il y a des Kinois Je vous qui ramène ne, veulent, toujours qui à ne ça. veulent vraiment pas partager cet avis que les Banyamulenge Certains sont. Congolais. Que les Quinois comprennent que cette Constitution, je ne sais pas, j'ai la mienne de mon institut. En- Que cette Constitution ici, elle a été adoptée par... Elle est à l'envers, professeur. Il faudrait. Elle est à l'envers. Elle a été adoptée par plus de 85% de notre population. À Sakania, à Bumba, à Bongandanga, à Bunia, à Bouende, à Kikwit,
à Kasumbalesa. Donc c'est ça, tous les Congolais. C'est comme pendant les élections. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas voté pour la Constitution, vous l'aviez évoqué. C'est leur droit. Mais la grande majorité de notre peuple, dans un état de droit, article 1er de la Constitution, lorsqu'elle a décidé, qui suis-je moi constitutionnaliste, de remettre en cause l'option dégagée par les millions de Congolais. Je crois qu'il faut éduquer notre population. On doit cesser trop d'émotions. Mais pourquoi cette population... Laissons encore ça un peu. Mais il y a... Les gens sont assez hypocrites. Ah mais bon? vous avez des étrangers qui ne sont pas des Banyamulenge, qui sont dans ce pays, qui sont dans les fonctions. Est-ce que vous connaissez? Oui. Oui. Mais pourquoi on ne les dénonce pas? Ceux qui chopent, c'est qu'ils ne demandent pas le territoire. Pourquoi les Congolais sont sceptiques quant à la question des Tutsis congolais? Oui. Pourquoi cette question gêne? Au moins, le président Félix Tshisekedi a eu le courage d'en parler. Avons-nous peur de ce peuple Mais pourquoi tutsi? je pense que nous avons eu les Bazombo ici, qui ont été en Djibouti, ça n'a pas posé de problème. Pourquoi il y a ce scepticisme vis-à-vis Il faut enlever cela. Vous savez, nous sommes un grand pays. Moi, je n'appartiens pas à une nation qui pleurniche au jour le jour. Moi, j'appartiens à une nation qui lutte et qui se confirme sur le continent. Vous avez donné tout le pouvoir au petit pays. C'est vous, ce sont les Congolais. Vous leur avez donné trop de pouvoir. Mais nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays. Je disais même sous la nationalité, pourquoi j'évoquais la double nationalité. Pour le citer. Mais si vous mettez la double nationalité, dans 20 ans, ou même dans 10 ans, le prochain président du Rwanda, ce sera un natif de Kivu. Il sera peut-être venu de Kivu. Le prochain président de Burundi, il sera peut-être venu de Rutshuru. Donc, il faut qu'on essaie. Et le prochain président de la République démocratique du Congo serait venu du Rwanda. Non. Ah, mais oui. Non. Mais pourquoi il y a que les Congolais qui doivent aller ailleurs? Vous avez déjà eu dans le passé qui sont venus d'ailleurs, vous n'aviez jamais eu le courage de les dénoncer. Ah bon? Ah, Vous les connaissez? Par exemple. Donc, je ne veux pas la... Ce que je dois dire ici, c'est que c'est la double nationalité. Les Banyamulenge sont des Congolais et nous sommes un grand pays qui peut accueillir tout le monde. Et c'est à nous de nous affirmer. C'est nous le centre de l'Afrique. Et Franck Fanon disait l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. La balkanisation, est-ce un mythe, est-ce une réalité? C'est un vieux discours. Et ce qui m'étonne, madame, c'est la façon dont les médias tombent dans les débats politiciens. Mais c'est vieux, le concept de balkanisation n'est pas nouveau. Il est trop vieux. Mais quand je vois les médias, les analyses politiques, comment vous prenez trop de temps à la balkanisation. Parce que le clergé a confirmé. C'est un mythe. Vous savez, s'il devait y avoir la balkanisation, ce pays ne serait jamais balkanisé. C'est un discours de propagande. Nous avions, après San City, nous avions 3 administrations. Il y avait la Kabila, le père d'un côté, vous avez le RCD, vous avez le MLC, le pays était divisé en 3. Nous n'avons pas connu la balkanisation parce que le Congolais tient tellement à sa nation qu'il ne va jamais tolérer. Et si nous n'avons pas connu la balkanisation lorsque le pays est divisé entre le MLC, le RCD et Kabila le père, c'est aujourd'hui qu'on va connaître la balkanisation. Maintenant surtout que nous sommes en train de chasser et de gagner le terrain, de chasser, de gagner la paix à Béni et dans l'est du pays. Non, c'est un faux discours. Insistons davantage sur un discours qui nous permet de construire ce pays dans l'unité. Dans l'unité, et regardons dans la même direction et nous allons vraiment construire un pays plus beau. Avec Lionel Ipakala. Professeur, vous êtes professeur. Est-ce que selon vous, au regard de tout ce qui s'est passé à l'UNIKIN, est-ce que les conclusions, les bonnes questions ont été posées par rapport à tout ce qu'on assiste comme émettre sur le campus, à voir ce qui s'est passé à l'IFASIC et récemment à l'IEC? Bon, il faut dire que je n'étais pas à Kinshasa lorsque les choses se sont passées, mais c'est quand même assez malheureux. Ce qui est malheureux, c'est quoi? C'est que voir les étudiants détruire la salle de promotion, par exemple. Pour nous, c'est sacré. Mettre du feu aux bibliothèques. Qu'est-ce qui va rester de l'université? Vous parlez à un professeur qui était lui-même un ancien étudiant, nous faisions des maths, mais nous ne pouvions pas toucher à la bibliothèque. Ça, c'est vraiment inacceptable. Oui, mais ce qui s'est passé à l'UNIKIN, avec l'ampleur, on pouvait bien, parce que ce qu'on a plus réclamé à ce qui s'est passé là, c'est une mauvaise communication. Mais malheureusement, quelques temps après, c'est la même situation qui s'est produite à l'IFASI. Et dernièrement, on les vit encore à l'IEC. On pense qu'au niveau du politique, il y a vraiment eu une considération de pouvoir tirer les conséquences par rapport à ce qui s'est passé. Je ne pense pas. Je pense qu'au niveau du ministre de l'enseignement supérieur, il y a des choses à faire. Non seulement pour cela, il vous parlez un professeur. Vous savez ce qui me choque, c'est quoi? J'enseigne également en Afrique du Sud. Oui. Je suis professeur de recherche à l'Université d'Afrique du Sud, de droit constitutionnel.
Et ce qui me choque, c'est quoi? Pour nous, nous puissions, quand il n'y a aucune université congolaise parmi les 200 premières seulement en Afrique. Vous n'êtes pas sorti de l'Afrique. Ne parlez pas de l'Europe. Ne parlez pas de l'Asie. Ne parlez pas de... Vous comptez de 1 à 200, il n'y a aucune université congolaise, malgré la pléthore de professeurs dont vous donnez les noms. Aucune université parmi les 200 premières du continent. Aucune. Malgré qu'on Donc, il nous faut travailler. Le meilleur conditionnaliste du continent. Est-ce la faute au ministère ou c'est la faute à l'État? Ce pays, vous savez, nous sommes trop dans la politique. Ce pays ne peut pas se développer. Nous laissons d'autres questions. Ce pays ne peut pas se développer sans l'université ni la recherche scientifique. Les Chinois, ils viennent d'où? Les Américains, les Japonais qui n'ont pas de recherche minière. Ce pays ne peut pas se développer. Il faut qu'on accorde des prix à l'université. Il faut qu'on puisse reconstruire l'université dans ce pays. Sans cela, nous allons parler de la balkanisation, de la nationalité. Un pays ne peut pas se développer sans la recherche scientifique. Et si le budget, heureusement, Félix Tshisekedi, le président de la République, il a fait monter le budget de l'éducation. C'est pour la première fois dans notre pays. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas trop. Donc, je dis, l'université, si elle n'est pas reconstruite, vous aurez les milliers de docteurs. Encore faut-il, je l'ai toujours dit, tout docteur ne peut pas être professeur d'université. Il faut changer. Mais moi, j'ai des assistants qui sont des docteurs pendant 10 ans. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on dit à Longuinaye, on te proclame docteur dans on t'appelle demain et la presse l'appelle professeur. Mais ça n'existe pas. Quand tu as obtenu ton doctorat, tu dois faire la recherche et travailler pendant même 5 ans et 10 ans à publier. C'est à ce moment-là qu'on te nomme professeur. Mais notre système, il est terriblement mauvais. Et malheureusement aussi, on n'en parle pas assez. Donc, c'est ça ce que je pouvais dire. Il nous faut reconstruire l'université. Heureusement, j'espère que le président de la République et le gouvernement y pensent. Nous pouvons parler politique, parler de tout, si nous ne développons pas la recherche scientifique. Si nous ne développons pas les nouvelles technologies. Si nous, professeurs d'université, si nous ne publions pas, si nous nous contentons des syllabus, ou des mallettes, ou des noms on vous les donne partout, professeur, si nous ne pouvons pas faire la recherche, nous avons trop de problèmes. Tout à fait. Alors, professeur Mbata, nous allons chuter. Et avant de chuter, il y a Justin Corbeil à côté de vous là-bas. Vous allez trier, faire un choix. Et par rapport à ce que vous allez trouver dans ce papier-là, vous allez vous exprimer à la population. Ils doivent connaître le professeur Mbata, pas seulement constitutionnaliste, mais il est congolais, il est quinois. On doit savoir un peu qui est le professeur Mbata. Et après ce choix-là, vous allez parler en lingala. Il y a un micro juste à côté. Bon, c'est un choix difficile. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bon, j'espère. Bon, on dit annoncer une histoire. Voilà. Donc là, vous allez annoncer une histoire. Vous l'annoncez en français? Non, lingala, hein. Histoire comme le faisait nos grands-pères. Hein. Pas une histoire du syllabus. Le lingala serait difficile. Ah mais non, à lingala, il faut vous battre. Ça va aller. Comme un griot, comme un griot. Comme un griot, voilà, on vous soutient. Ça c'est la question la plus difficile. Commencez vraiment par histoire annoncée. Hein. Non mais il faut que Le constitutionnaliste est semé. Professeur, il nous fait la constitution à Lingala. Hâtez-vous là. Professeur, il nous fait la constitution à Lingala. J'ai l'histoire des animaux en lingala, c'est difficile. Mais il faut essayer. On va vous accompagner. Les mots que vous ne savez pas, nous on va vous aider. Histoire, commencez par histoire. Histoire. Annoncez. Vous commencez, reprenez. Bon, ben, c'est difficile. Bon, allez en français. Alors. Bon, je vais aller en français. Oui. Histoire. Annoncez. Bon, il y avait une fois, dans un village, il y avait la gazelle, l'éléphant et les lions qui se disputaient le royaume. Qui devait être roi dans ce village-là? La gazelle disait que c'était elle. Mais l'éléphant disait que c'était lui. Mais on ne savait pas les deux par contre. Alors un jour, il fallait entrer dans ce village-là après la dispute. L'éléphant vient, il va entrer dans le village. Et avant d'entrer dans le village, il trouve dans une courbure là, il trouve la gazelle malade en train de crier.
la gazelle en train de crier, Nazo Koufa, Nazo Koufa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? La gazelle supplie l'éléphant de le mettre sur le dos pour l'amener dans le village. Mais il faut dire que la gazelle était déjà partie dire au village que c'est elle le chef. Pas l'éléphant, c'est elle. Alors la gazelle dit malade, Azo Koufa, Azo Koufa. L'éléphant attire Namoukong. Ils entrent dans le village. Et quand ils arrivent à l'entrée du village, tout le monde vient pour accueillir l'éléphant. Et quand ils entrent dans l'éléphant là-bas, dans le village, la gazelle qu'on disait qu'elle était malade, elle s'élève sous le dos de l'éléphant. Et quand l'éléphant entre, la gazelle debout était en train de faire ça. Igwe. Victoire. La gazelle faisait ça. Et finalement, la gazelle, à la fin, tout le monde a compris, mais voilà, la gazelle avait raison. C'est finalement elle qui est le roi de ce village. Moralité, c'est laquelle? Certaines personnes, pour aller plus haut, il faut parfois monter sur le dos ou les épaules des autres. Wow, merci. Et bien voilà, merci professeur. Merci beaucoup. Nous avons reçu le professeur Mbata. Le professeur Mbata est constitutionnaliste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci à toute l'équipe, plus Romain Roland, Lionel Ipakala, Merveille Mafuta Chibobo, un grand merci. Et un grand merci à notre public également. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de Actu. En attendant, restez branchés sur Univers Groupe Télévision, votre univers. Merci.